Tota était un adolescent orphelin, faible, ayant perdu ses parents dans un accident de voiture. Cependant, sa vie de pauvre a pris un tournant lorsqu'il a été adopté par une femme aux cheveux blonds enflammés, extrêmement sexy, qui l'aime et le harcèle. Maintenant, il doit vaincre cette femme pour échapper de la ville, mais il est constamment distrait par sa poitrine gigantesque. Un beau jour, Yukihime se rend à l'EL, école où elle enseigne lorsqu'une bande de garçons, menée par Tota, son élève, la harcèle. Ensuite, ils se sont précipités pour attaquer Yukihime, mais elle avait une barrière magique autour d'elle, plus solide que la frontière russe. Après que l'embuscade eut lamentablement échoué, Yukihime les a tous envoyés voler, les faisant tomber dans la rivière. Plus tard, dans la classe, la belle enseignante Yukihime a puni les garçons et a rappelé les règles de longue date. Ils ne pourraient atteindre la capitale que s'ils pouvaient la vaincre. Tota a fait semblant de s'incliner devant sa jolie professeure parce qu'elle leur avait donné des ordres et a demandé des informations sur la barrière magique qu'elle avait utilisée auparavant. Ses amis ont accepté de l'aider, mais le reste de la barrière, ressentant une puissante anomalie, a laissé un grand vide au milieu de la pièce. Pendant ce temps, Yukihime passa devant le chemin dégagé par ses élèves sages et leur donna un seul coup de poing, qui fit voler tous les garçons stupides par la fenêtre de la classe. Ensuite, sa collègue, un enseignant borgne d'apparence douce nommé Tachibana, lui a reproché d'avoir traité les garçons comme des animaux. Il a essayé de défendre le désir des élèves d'atteindre la capitale, mais Yukihime s'en est moqué. Cependant, l'enseignant borgne a persisté jusqu'à ce que la poitrine gigantesque de Yukihime finisse par accepter de penser à cela. Quand je suis rentré avec la bande, nous nous sommes plaints de la barrière magique de la poitrine de Yukihime. J'ai dit à mes amis que nous devions simplement nous entraîner davantage pour finalement vaincre l'enseignante et aller à la capitale pour grimper la tour gigantesque étendant jusqu'au ciel bleu. Toute la bande a menacé de grimper la tour, mais je me suis séparé. Je suis allé à la porte de la maison de ma famille. Il y a 2 ans, j'ai eu un accident qui a coûté la vie à mes parents, tandis que mon grand-père, Negi, était mort un peu plus tôt. L'accident m'a laissé orphelin, mais j'ai été heureux de cela car cela m'a permis de rencontrer Yukihime, qui est maintenant ma tutrice. Au début, j'ai rejeté Yukihime, même si elle avait l'apparence enflammée la plus belle du Japon. Mais notre relation a changé lorsque Yukihime s'est avérée être une catastrophe totale dans la cuisine et que j'ai dû prendre en charge les tâches culinaires. Cet acte simple nous a rapprochés. Lorsque j'ai terminé le service au cimetière, j'ai vu la silhouette fantomatique d'un jeune garçon borgne. Le fantôme s'est ensuite transformé en une version de moi, plus âgée, qui m'a dit qu'il m'attendait au sommet de la tour avant de disparaître complètement. Moi, l'idiot, je n'ai rien compris à ce qui venait de se passer dans ce cimetière. Cette nuit-là, j'ai demandé à Yukihime de m'apprendre la magie, mais elle a refusé. Fâché, j'ai commencé à pratiquer la magie seule, mais j'avais l'air d'un imbécile. Le lendemain, elle a de nouveau battu les garçons, écrasant leur espoir d'atteindre la capitale. Alors qu'ils se plaignaient comme des enfants, le collègue de Yukihime, Tachibana, est apparu et a offert son aide. Il a donné aux garçons une baguette magique pour qu'ils puissent utiliser un sort et leur a demandé de le cacher à Yukihime. Cependant, la baguette magique n'a pas obéi à ma voix. Alors, Tachibana m'a donné un bracelet spécial en remplacement. Cette nuit-là, alors que je pensais au bracelet, Yukihime est entrée dans la pièce, ce qui m'a paniqué. Quand elle a demandé le bracelet, je lui ai dit que je l'avais reçu en cadeau et j'ai fui honteusement. Le lendemain, alors que Yukihime se rendait à la maison, elle admirait le cadeau que son stupide petit frère lui avait offert. Soudain, les amis de Tota sont apparus par téléportation instantanée. Pendant ce temps, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, et j'ai couru à son emplacement. Les garçons ont utilisé une corde de magie pour retenir Yukihime, espérant vaincre leur enseignante au gros bonnet. Cependant, cette fois, Tachibana s'est joint à eux et a loué leurs efforts. Ensuite, il a attaqué les garçons, les mettant tous à terre en quelques secondes. Tachibana a ensuite sorti quelques armes pour attaquer Yukihime, qui tentait de riposter. Mais à cause du bracelet autour de son cou, sa magie n'a pas fonctionné. Elle a été frappée par des barres métalliques et est devenue raide de choc. Il s'avère que Tachibana est un chasseur de primes qui veut capturer Yukihime pour recevoir une récompense de 600 millions de dollars. À ce moment, il a sorti une épée pour la finir, mais avant qu'il ne puisse attaquer, je suis apparu et j'ai engagé un combat brutal avec lui. Tachibana a utilisé la téléportation instantanée pour apparaître à côté de moi et m'a coupé le bras comme un zombie. Alors que J était allongé impuissant, il a essayé de me couper la tête, mais Yukihime est apparu et a arrêté l'attaque avec sa main. Elle m'a félicité pour mon attaque et m'a remercié pour le cadeau. Cependant, Tachibana était plein d'énergie ce soir, alors il a coupé Yukihime en petits morceaux comme un gâteau d'anniversaire. J'ai crié d'horreur, mais le chasseur de primes m'a rapidement poignardé dans le dos alors que je perdais connaissance. Yukihime m'a reproché d'avoir essayé de me sacrifier. Elle a expliqué qu'elle m'avait transformé en immortel 2 ans auparavant, et que je pouvais soit mourir comme un humain avec regret, soit me réveiller comme un monstre immortel et sauver mes amis. Yukihime m'a ensuite dit de boire son sang, car il n'y avait pas d'autre choix. J'ai léché son sang du sol, comme un pervers en chef. Pendant ce temps, Tachibana était sur le point de finir les garçons, mais à ce moment, j'ai lancé mon bras coupé sur lui. J'ai crié au visage du chasseur de primes et j'ai couru vers lui, mais Tachibana a bloqué l'attaque et m'a coupé mon 2e bras. Il a ri comme un fou, pour seulement constater que je régénérais mes bras.
J'ai une fois de plus couru vers lui et j'ai porté un coup de poing à l'estomac qui l'a rendu inconscient avant qu'il ne s'effondre d'or. Épuisement. Je me suis réveillé et je me suis retrouvé sur les genoux de Yukihime. Elle était revenue à son corps séduisant d'origine et a expliqué à moi, l'idiot, que je ne pouvais plus mourir. Elle m'a dit qu'elle était un dragon vampire de 700 ans et a expliqué comment mes parents lui avaient demandé de me sauver après leur accident. Ainsi, elle m'a transformé en dragon vampire. Yukihime s'est blâmé d'avoir rendu cet enfant immortel, mais je pensais que vivre pour toujours était une bonne chose. Le lendemain, mes amis m'ont dit au revoir alors que je partais avec Yukihime. Ils étaient tristes de ne plus pouvoir renifler Yukihime. Avec elle, nous nous sommes dirigés vers la capitale, déterminés à tuer tout démon sur notre chemin. Alors que ces deux immortels marchaient vers la capitale comme des soldats ukrainiens, Jiami était toujours confus par mes nouveaux pouvoirs. En discutant, Yukihime a expliqué que la population mondiale avait considérablement diminué et que la plupart des pays N étaient plus habitables. Moi, qui n'avais presque aucun intérêt pour l'histoire mondiale, j'ai été plus intéressé par le fait que nous marchions au lieu de prendre le bus. Yukihime a expliqué qu'elle était une cible recherchée avec une prime sur sa tête, par conséquent, les transports publics étaient une boîte de la mort pleine de chasseurs de primes potentielles. Malgré cette nouvelle terrifiante, je rêvais de tous les nouveaux amis que je me ferais une fois arrivé en ville. Cependant, Yukihime m'a lancé une autre vérité déconcertante, car J était une créature immortelle figée dans le temps. Je serai pour toujours un garçon de 14 ans. Les amis que je me ferai vieilliront, fonderont une famille et finiront par mourir tandis que je resterai inchangé. Même ainsi, cet idiot que je suis est allé me baigner dans une rivière voisine, et le poids des paroles de Yukihime a finalement commencé à m'affecter. Je gisais à plat ventre dans l'eau, réalisant que mes anciens amis étaient déjà partis sur un autre chemin. J'ai aussi réalisé que mon entrejambe resterait de la même taille. Cependant, mes profondes réflexions ont été brusquement interrompues lorsque ma tête a heurté les fesses douces d'une fille qui se baignait dans la rivière. En tant qu'expert en sculpture sociale, je n'ai pas demandé pardon, mais j'ai plutôt laissé échapper un murmure rauque sur son trésor. Cela a tellement mis la femme étrange en colère qu'elle s'est retournée et a sorti une épée, prête à me décapiter. J'ai sauté en arrière, et enfin, j'ai vu mon agresseur et j'ai réalisé que était une belle fille, que elle, étrange femme, a frappé le côté de ma bouche avec le dos de son épée, avant que je ne puisse dire un mot de plus. Après que nous nous soyons tous les deux rhabillés, étrange femme s'est présentée comme Kuromaru, et j'ai réalisé que je m'aime, était trompé. Cet épéiste d'apparence fragile était en fait un garçon de Thaïlande. Ensuite je me suis présenté, et j'ai expliqué que mon objectif était d'atteindre la tour. Kuromaru a immédiatement montré de l'intérêt, lorsqu'il a révélé qu'il venait d'y aller. En entendant cela, J était fou de joie, et j'ai demandé au beau jeune homme comment il avait fait pour atteindre la tour. Cependant, Kuromaru a expliqué qu'il avait été expulsé de sa famille très riche, parce qu'il était faible. Par conséquent, pour rentrer chez lui, il devait tuer un dragon vampire tristement célèbre, appelé Dark Evangel. Quand Kuromaru a décrit la menace de 700 ans, j'ai ressenti une peur grandissante. À ce moment, Kuromaru a remarqué que je n'avais pas de reflet dans le miroir, comme dans la scène idiote d'Alice au Pays des Merveilles, et juste à ce moment, Yukihime nous a rejoints avec sa poitrine gigantesque. Kuromaru a attaqué Yukihime sans aucune hésitation, mais elle a juste bloqué son épée avec un seul doigt, lui reprochant d'être membre d'une famille de chasseurs de monstres. L'atmosphère est devenue tendue, et j'ai essayé de détendre la situation. Cependant, Kuromaru a déclaré que la famille de son ami devait traquer des monstres comme elle, et se préparait à utiliser une technique puissante. Malheureusement, Yukihime lui a traversé la poitrine à main nue comme un poulet rôti. J'ai crié d'horreur, pensant qu'elle venait de tuer mon nouvel ami potentiel, mais étonnamment, la blessure de Kuromaru s'est refermée instantanément. Nous étions tous les deux stupéfaits de voir que ce garçon était également immortel, tout comme nous. J'ai essayé de l'examiner, mais quand je me suis approché, Kuromaru s'est réveillé et m'a frappé. Il a de nouveau défié Yukihime, mais cette fille aux cheveux blonds et à la poitrine opulente lui a dit d'abord de me vaincre s'il voulait lui faire face. Kuromaru a accepté le défi, et moi, voyant la douleur du rejet dans les yeux de mon nouvel rival, j'ai également accepté le combat. Immédiatement, Kuromaru m'a attaqué à une vitesse effrénée, mais j'ai esquivé tous ses coups. Ensuite, j'ai ajouté une condition. Le gagnant aurait le droit de demander au perdant de faire n'importe quoi. Alors que nous nous engagions dans une lutte féroce, nous avons tous deux porté des coups impressionnants, et avons reçu un signe d'approbation de Yukihime. Le combat a atteint son paroxysme lorsque Kuromaru m'a soudainement décapité, pensant que la bataille était terminée. Mais j'ai attrapé ma tête en plein vol, les rattaché à mon cou, puis j'ai frappé un Kuromaru complètement surpris au sol, remportant la victoire. Craignant d'avoir éliminé ce beau garçon, je me suis précipité vers lui. Mais le jeune idiot s'est réveillé avec un cœur brisé. Il craignait que je ne demande quelque chose de pervers. Mais j'ai seulement demandé qu'il soit mon ami. Ensuite, le trio est allé à une source chaude. J'ai essayé de remonter le moral de Kuromaru, mais le garçon était toujours en train de bouder, embarrassé par son échec. Dans un moment d'inspiration, j'ai décidé que la meilleure façon de m'attacher était d'espionner Yukihime dans le bain comme un pervers. J'ai pointé du doigt une falaise surplombant la source chaude. Et bien que Kuromaru s'en moquait, j'ai grimpé seul. Arrivé au sommet, j'ai sauté dans le bain, mais je n'ai pas vu la fille aux cheveux blonds et à la poitrine opulente.
À la place, j'ai vu une petite fille et je lui ai demandé qui elle était. Mais quand elle est revenue à sa forme adulte que j'ai reconnue, j'ai compris que cette petite fille était la vraie forme de Yukihime. Je l'ai immédiatement grondée pour sa petite taille, tandis que Kuromaru en bas craignait pour sa vie. À ce moment, Yukihime m'a de nouveau attaqué, me faisant tomber de la falaise. Kuromaru a vu cela et a couru pour me sauver. Il a attrapé ma main et a dit à son nouvel ami de le lancer. Kuromaru m'a projeté dans les airs et cet idiot que je suis a profité de l'occasion pour arracher le bandana de Yukihime de sa tête. Yukihime était fier de moi et m'a offert de voir sa poitrine gigantesque, mais j'ai déclaré que je ne m'intéressais pas à cette absurdité. Comme prévu, j'ai été sévèrement puni, tandis que Kuromaru a finalement ri. J était si heureux de voir que mon nouvel ami avait finalement accepté de nous rejoindre, Yukihime et moi, et elle a promis d'entraîner Kuromaru pour qu'un jour, il puisse la défier honorablement. Alors que nous retournions en ville, moi, avec un autre immortel à mes côtés, je me demandais s'il y avait d'autres personnes comme nous là-bas. J'ai eu une grande idée. Nous devrions rassembler tous les immortels et former une équipe de super-héros comme les Avengers ou les Power Rangers. Kuromaru est choqué par cette idée. Alors que Yukihime ne fait que se moquer de mon rêve d'enfant, sous-entendant que quelqu'un lui a déjà donné une idée similaire il y a longtemps. À ce moment-là, une voiture noire et élégante est arrivée, et l'une d'elles a crié « Hé, l'immortel de bas étage, descends ici !» Une fille en uniforme scolaire est sortie de l'une des voitures et a salué Yukihime avec révérence. Toute une équipe d'hommes en costume noir est apparue, déroulant un tapis rouge pour leur maîtresse. J était complètement sous le choc. Il s'avère que Yukihime est la patronne d'une organisation de type Yakuza. La fille en uniforme scolaire, nommée Karine, est furieuse contre moi, parce que je suis un immortel de bas étage méprisable. Elle veut clairement me tuer, mais Yukihime lui dit calmement de contrôler ses hormones. Quand Yukihime se dirige vers sa voiture, elle se tourne vers moi et dit que mon rêve de créer une organisation d'immortels est devenu réalité, connue sous le nom d'Uki Holder. Le groupe de démons et d'immortels monte à bord d'un yacht flottant, se dirigeant vers la base secrète de l'organisation. Mon énergie augmente, car je suis impatient de rencontrer les sœurs démoniaques et immortelles pour les câliner. Kuromaru est plus réservé, traitant toujours de la série D, événements qui l'ont mené à cette folie. Pendant ce temps, Yukihime a une conversation tranquille avec l'un de ses subordonnés de haut rang, Karine. Il s'avère que Karine est très méfiante à elle et garde la nouvelle recrue. Elle ne cache pas son mépris pour moi. Elle demande à Yukihime pourquoi elle a accepté un gamin stupide et irrespectueux dans leur rang. Mais Yukihime explique calmement la situation, disant à Karine qu'elle et moi avons le potentiel d'être les membres les plus forts de leur groupe. Lorsque le jour du jugement dernier sonnera, nous pourrions être les seuls debout. Par conséquent, apprendre à gérer mon petit est une nécessité. Lorsque nous arrivons à la base sur une île géante, Kuromaru et moi sommes accueillis par une vue surréaliste. Cet endroit est un paradis de haute technologie. Les hommes en costume noir saluent Yukihime avec la déférence due à une déesse. Nous sommes tous les deux choqués par cette scène et nous demandons ce qui se passe. Deux autres membres, un homme âge moyen en veste de vendeur de journaux et portant des lunettes, nommé Gengoro, et un autre membre étrange d'apparence nommé Iki, nous font visiter et expliquent les bases. Ils nous disent que l'Uki Holder est composé de toutes sortes d'immortels, de créatures magiques, de robots, de monstres et de tout le reste. Naturellement, nous sommes impatients de rejoindre cette famille bizarre. Mais bien sûr, rien n'est aussi simple. Avant de pouvoir devenir officiellement membre, nous devons réussir un test. Le défi est très simple. Chacun de nous doit vaincre un adversaire désigné au moins une fois en 7 jours. Karine se porte immédiatement volontaire pour se battre contre moi, voulant clairement donner une leçon à ce gamin. D'un autre côté, Gengoro accepte d'affronter Kuromaru. J'attaque immédiatement Karine, mais elle esquive facilement et utilise sa hache géante pour frapper ma tête stupide alors que J était allongée comme une fille d'hôtel à Vegas. Voyant cela, Kuromaru hésite à se joindre à une bataille. Cependant, lorsqu'il finit par charger contre Gengoro avec son épée, il ne parvient pas à porter un coup. Ensuite, nous nous asseyons tous les deux pour nous détendre. Épuisés et déçus, nous nous demandons comment nous pourrions vaincre des adversaires manifestement d'un autre niveau. C'est alors que nous découvrons une serveuse nommée Tuna en difficulté avec des ordures. Après qu'elle soit tombée, nous nous précipitons pour l'aider, espérant entrevoir son derrière appétissant. Tuna explique qu'elle n'est qu'une employée normale, travaillant au siège. Voyant une occasion de se faire des amis, Kuromaru et moi proposons de l'aider avec ses tâches. Tout en transportant des boîtes vers la zone de stockage, j'entends soudain une voix mystérieuse me guider. Je la suis dans un long escalier, menant à une grotte géante cachée avec un bâtiment étrange à l'intérieur. J'avance vers elle avec Kuromaru, où nous rencontrons un ivrogne aux cheveux rouges plus débraillé que Jack Sparrow. Il s'avère que cet ivrogne est Jinbei, le deuxième membre le plus fort de l'Uki Holder après Yukihime. Jinbei nous montre une épée géante plantée dans un rocher géant et exige que je la retire. Au début, ce idiot ici refuse, trouvant cela un peu ridicule. Mais Jinbei me dit qu'un vrai homme a besoin d'une arme pour avoir l'air cool. En entendant cela, j'essaye et je réalise rapidement que l'objet ne bouge pas d'un pouce. Alors que Jinbei commence à expliquer l'histoire de l'aile, épée, j'entends à nouveau cette voix mystérieuse,
me disant d'appuyer sur un bouton sur L et P. Dès que je le fais, Lei et P glissent du rocher sans effort. Jinbei est choqué par cela, mais la véritable surprise vient lorsque Lei et P elle-même commence à parler, se présentant comme Kurobo. Il déclare qu'il m'a choisi comme son nouveau partenaire. Jinbei, qui attendait clairement cela, explique que L et P permet à l'utilisateur de contrôler sa propre masse, ce qui en fait une arme extrêmement dangereuse. Il le prouve en me la rendant, et je la laisse immédiatement tomber lorsque sa masse s'abat sur ma main, laissant un grand trou dans le sol. Jinbei nous dit que si nous voulons réussir le test, nous devrons nous entraîner dur ici et maintenant. Les 7 jours suivants sont une série d'entraînements intenses et de travaux manuels. Kuromaru et moi passons nos journées dans la salle de musculation, aiguisant nos compétences, et utilisant notre temps libre pour aider Tuna avec le travail de nettoyage autour du bâtiment. Jinbei informe occasionnellement Yukihime des nouvelles recrues, qui ne semblent faire aucune impression. Le dernier jour du défi venu, nous sortons de la salle de musculation comme des balles gonflées, prêts pour le match. Le combat commence avec Kuromaru affrontant Gengoro. Il loue les progrès de Kuromaru, mais note que ses attaques sont encore trop faciles à deviner. Le combat se déroule à sens unique avec Gengoro esquivant et parant facilement chaque coup. Tout semble difficile jusqu'à ce que Kuromaru, se souvenant de mon style de combat désespéré, élabore un plan désespéré. Il essaye de se faire couper le bras pour une attaque. Gengoro tranche son bras, mais Kuromaru utilise son bras coupé pour prendre une autre épée et attaque Gengoro par derrière. Cela fonctionne parfaitement. Il a gagné et a réussi le défi avec succès. De l'autre côté du complexe, je suis en duel avec Karine. Armé de Kurobo, je réalise que c'est un bien plus grand danger. J'utilise des attaques d'anime très ridicules et tente de maîtriser la fille aux cheveux bleus. Alors que le combat continue, je réussis enfin à utiliser la capacité de contrôler la masse de l'aile, épée pour la déséquilibrer. Je suis sur le point de porter le coup de grâce, lorsque j'entends les cris de Tuna à proximité. Il s'avère que Tuna est attaqué par surprise par un groupe de monstres géants. Alors que J était sur le point de sauver cette petite serveuse, Karine m'arrête, me disant d'attendre le bon moment. Elle distrait habilement les monstres et les éloigne de Tuna. Pendant ce temps, je conduis la serveuse à un endroit sûr où Kuromaru et Gengoro apparaissent. Je saute de nouveau dans la mêlée. J'augmente la masse de l'aile, épée, puis je charge dans la horde de monstres comme une météorite tombant du ciel, les balayant tous au contact. À ce moment, Yukihime apparaît dans sa tenue impressionnante et félicite Karine et moi. Elle mentionne que le temps du défi est écoulé, et je commence à supplier pour 5 minutes de plus pour terminer mon combat. La demande est rapidement refusée, mais parce que j'ai combattu vaillamment contre la horde de monstres, j'ai officiellement réussi le test. Une fois le défi terminé, Yukihime révèle que la horde de monstres a pu échapper des niveaux inférieurs de la base par un trou que nous avions créé. Ensuite, elle donne aux deux idiots notre première mission officielle. Descendre dans la salle de musculation et exterminer le reste de la horde qui, était échappée. Yukihime ouvre un trou dans le sol et nous pousse tous les deux dans l'obscurité en dessous où nous attendent des horreurs. Le lendemain, Yukihime convoque Kuromaru et moi dans son bureau et nous donne notre première vraie mission. C'est censé être une mission facile pour deux nouveaux idiots. Nous devons aider Karine à se rendre dans une ville humaine et protéger un orphelinat dans un bidonville. Au début, Karine refuse la mission, mais espérant recevoir quelques mots de sagesse de Yukihime, elle accepte la tâche. Naturellement, je suppose que cette mission facile signifie que je pourrais me détendre dans une voiture. Ensuite, alors que nous nous préparons pour la mission, je dis fièrement à la serveuse, Tuna, que je m'occuperai d'elle à mon retour du bidonville. Ma prédiction s'est avérée totalement fausse. Quelques instants plus tard, Karine nous fait courir à travers tout le pâté de maison. Alors que nous nous plaignons de notre endurance, Karine explique la triste réalité du monde. Derrière la façade high-tech de la capitale se cache une ombre massive de pauvreté. Le bidonville est plein de personnes laissées pour compte. Et pire encore, il y a des factions riches qui veulent exterminer ces gens et effacer les pauvres de la carte. Karine explique que c'est le véritable objectif de Lucky Holder, pas seulement un club pour immortels, mais aussi une force pour protéger les opprimés des corrompus et des puissants. J'essaye de louer Karine pour ses efforts, mais elle me frappe rapidement à la tête pour avoir été un mauvais garçon. Alors que nous courons dans la forêt, Karine explique que le vrai danger réside sous la falaise, alors je saute habilement en dessous. Je ne fais que terrifier les pauvres enfants de l'orphelinat, tandis que les hommes en costume noir s'effondrent sous mon impact. Après ce début brillant, le groupe décide d'utiliser un vote pour déterminer qui fait le travail ménager. Moi, en tant que perdant stupide, j'ai perdu tous les combats, et j'ai rapidement été assigné à la tâche de cuisiner. Fâché mais résigné à mon sort, je prépare un repas pour tout le monde. Et étonnamment, ça était incroyablement délicieux. Tout le monde est impressionné par mes compétences culinaires, et même Karine doit admettre que ce gamin a du talent. À ce stade, tout le monde veut que cet accro du jeu cuisine pour eux, ce qui me met extrêmement en colère. Karine sourit devant cela, mais elle me dit d'apprendre une technique appelée Flash Step pour gagner au jeu de balle. Ensuite, la nonne dirigeante a une conversation sérieuse avec Karine et Kuromaru. Elle explique comme une personne faible qu'un groupe de voyous locaux apparaît constamment la nuit, menaçant de les expulser de leur maison.
En entendant parler de la lutte et de la peur quotidienne de ces personnes, mon bel ami Kuromaru croit que c'est le bon chemin à suivre, renforçant sa détermination à les aider. Pendant ce temps, je me rends dans un grand espace pour commencer à m'entraîner, principalement en courant comme un poulet sans tête jusqu'à ce que je réveille un type qui ressemble à un chef militaire. Ce gars est en colère contre le cirque que je mets en scène et m'attaque soudainement. Il dit à cet idiot ici que ma posture est complètement fausse et procède à démontrer à quoi ressemble vraiment un mouvement éclair. Alors que je suis en colère contre lui, l'homme se présente comme Kaido. Il démontre ses capacités en se déplaçant si vite qu'il semble être téléporté par Elon Musk. Kaido mentionne qu'il est un vagabond martial. Cependant, il est surpris d'apprendre que je ne fais que commencer à m'entraîner parce qu'il lui a fallu 10 ans pour maîtriser cette technique. Kaido me montre un diagramme expliquant comment le mouvement des pieds et la flexibilité sont la clé de la victoire, mais cet idiot ici ne comprend pas. Séduit par mon potentiel, Kaido accepte de me prendre comme apprenti. Cette nuit-là, je commence mon entraînement bizarre en mangeant avec mes pieds. Toutes les filles de l'orphelinat refusent mon offre de contribution, tandis que les hommes en costume noir mangent comme des rats assoiffés dans le Seigneur des Anneaux. Au cours de l'entraînement, Kaido me dit que je dois rendre mes pieds plus forts. Alors je commence à faire toutes les corvées uniquement avec mes pieds. Mon dévouement inspire même un enfant du bidonville nommé Rookie à commencer à s'entraîner avec moi. Pendant ce temps, Kaido rencontre 2 de ses collègues sombres, le maître aveugle Nagumo et un homme d'apparence pervers nommé Chao. Après avoir été transformés en loups-garous, ils sont clairement une équipe de chasseurs de monstres immortels convoqués pour exterminer le bidonville. Leur attaque est rapide et brutale. Les gardes du Uku Holder sont abattus par ces marionnettes à l'allure étrange. Pendant ce temps, Karine se baigne, exhibant sa poitrine magnifique, galbée et divine. La jeune fille se tient dehors et discute avec quelqu'un sur la politique américaine. À ce moment précis, une faille s'ouvre dans le sol et Chao l'attaque en embuscade. Elle riposte immédiatement à l'attaque avec un éventail. Chao la salue, impressionné qu'elle ne soit pas dupe de son attaque furtive. Les deux s'engagent dans un combat acharné, et bientôt il entaille le cou de Karine, mais sa peau ne se coupe pas. Pendant que la jeune fille est désorientée, Chao commence à raconter une histoire. Il y a de nombreuses années, des chasseurs de sorcières ont tenté d'achever une petite fille, mais la petite fille ne mourrait pas, peu importe ce qu'ils faisaient. Quoi qu'ils fassent, la petite fille ressentait la douleur, mais ne saignait jamais. Ils l'ont nommée la Sainte Fille d'Acier. Et un jour, une autre fille est apparue et l'a emmenée. Lorsqu'il tourne le poignard à l'intérieur du corps de Karine, Chao révèle qu'il connaît la vérité. Elle est bien cette sainte. Il cache son immortalité, la qualifiant de malédiction. Alors qu'il utilise sa magie des ténèbres pour contraindre son corps galbé, beau et séduisant, la rendant immobile et la mettant en garde continuellement, tout en la narguant comme étant celle qui peut ressentir la douleur, mais ne sera jamais libérée par la mort. De retour à l'extérieur, je suis avec Rookie. Quand nous avons vu l'incendie, nous avons été attaqués par une foule de monstres, mais Kuromaru est arrivé à temps. Pendant que nous ne savions pas quoi faire, Kaido est apparu sous forme de loup-garou avec Nagumo derrière lui. Kaido m'a nargué pour être un loup-garou immortel, puis m'a placé un sceau magique sur mon corps qui m'a complètement paralysé. Alors que Jia était écarté du champ de bataille, Kuromaru s'est courageusement préparé à affronter les deux. Nagumo et Kaido ont décidé de l'attaquer simultanément. Kuromaru, sachant qu'il devait envoyer un signal de détresse, a tiré un barrage de feux d'artifice dans le ciel. Il a esquivé le danger imminent en un instant, mais Kaido l'a submergé et l'a frappé, le faisant perdre suffisamment sa concentration pour que Nagumo lui coupe le bras. Dans une contre-attaque étonnante, Kuromaru a également tranché le bras de Kaido avant de se retirer. Les deux immortels ont accent aigu attaché leurs membres comme si de rien était. Kaido a nargué Kuromaru et s'est préparé à terminer le combat avec un mouvement éclair parfait que je n'ai même pas vu. Kaido a commencé à me piétiner comme s'il labourerait un champ, puis m'a tranché en deux avec un coup de pied puissant. Avec cela, le corps de Kuromaru coupé en deux est tombé devant moi impuissant. Comme si cela ne suffisait pas, Kaido a pris 2 grandes plaques de métal et les a utilisées pour clouer les 2 moitiés encore vivantes de Kuromaru au sol, le laissant complètement vaincu, écrasé et réalisant que son sort était scellé. La situation devenait extrêmement mauvaise. J était paralysé par un sceau magique et Kuromaru avait été coupé en 2 et cloué au sol au moment où le loup-garou Kaido était sur le point de porter le coup de grâce avec un sort de glace. Le gamin du bidonville Rookie, qui semblait avoir plus de cran que de cerveau, a sauté devant un Kuromaru horrifié pour le protéger. Pendant ce temps, le pervers de nom Chao continuait de savourer le plaisir de tourmenter Karine. Il lui a rappelé son passé en tant que sainte fille d'acier, une fille qui pouvait ressentir chaque parcelle de douleur, mais qui était maudite de ne jamais mourir ou saigner. Il a tourné le poignard à l'intérieur d'elle. Il était ravi d'affronter quelqu'un qui pouvait supporter autant, un peu comme un Jerry Seinfeld maléfique. Chao lui dit qu'il était juste là pour la tourmenter, savourant chaque seconde de sa souffrance. Pour rendre les choses encore plus dérangeantes, il a léché le visage de Karine comme un chien de chasse. Rookie a défié les chasseurs de monstres d'attaquer, criant qu'il les empêcherait de détruire sa maison. Cependant, Kaido a simplement arrêté l'attaque de Rookie avec un doigt et a facilement attrapé le gamin. Rookie a demandé pourquoi il voulait le tuer, et le maître de maison Nagumo a calmement expliqué la vérité absurde.
Ils avaient été payés par des gens riches au sommet de la tour Trump. Ce N n'était pas une méchanceté personnelle. C'est juste une affaire dans le pays des braves. La terre n'appartient pas aux habitants des bidonvilles, et des agents de recouvrement ont été engagés pour faire le travail fastidieux. Assez de paroles, Kaido s'apprête à tuer Ruki, mais Sek était la goutte d'eau pour Kuromaru. Avec un élan de volonté absolue, il s'est arraché des liens, et même si son corps était toujours coupé, il s'est élancé en avant, protégeant Ruki de l'attaque imminente de Kaido. Au moment où tout espoir semblait perdu, moi, qui étais allongé sur le sol comme une patate, me suis soudainement levé. Le sceau magique avait disparu, et mon bras était maintenant couvert d'un gant noir, étrange, dégageant une aura étrange. J'avais en quelque sorte absorbé le sceau, et même moi ne savais pas comment cela était produit. Mes ennemis ont réalisé que J était beaucoup plus fort que ce qu'ils pensaient, et étaient un peu impressionnés. Shao, toujours coincé dans ses paroles tordues, a soudainement senti qu'il allait subir un coup de tonnerre. Après avoir enduré des tortures incessantes, Karin a finalement révélé la vérité derrière son immortalité. Ce N n'était pas une malédiction, mais une bénédiction sacrée d'amour pur. N'ayant plus le choix, elle a exploité l'une de ses formes les plus puissantes. Elle s'est envolée dans les airs, entourée d'une lumière éblouissante qui dissipait l'obscurité environnante. Ensuite, elle a lancé un coup de poing sacré, suivi d'une tempête de coups de poing et de coups de pied rapides, comme l'aile éclair, en voyant le pervers s'effondrer comme un tota de l'autre côté de la place. De mon côté, j'affrontais mon ancien maître. Kuromaru a posé des questions sur mon nouveau look, mais je savais seulement qu'il me donnait un sentiment de puissance incroyable. Kaido est un guerrier, et voir ma nouvelle force ne l'a fait que s'exciter davantage. Sans perdre une seconde, j'ai foncé et l'ai envoyé voler d'un coup. Kaido a chargé ensuite, mais j'ai utilisé ma nouvelle force pour esquiver, contre-attaquer et affronter le loup-garou. À ce moment-là, Karin est apparue, prête à s'occuper du plus fort, Nagumo. Voyant cela, Kaido a pris ce combat au sérieux et est revenu à sa forme de loup-garou d'origine. Je lui ai demandé pourquoi il frappait un enfant, et Kaido a admis sans vergogne qu'il était le Mike Tyson du Japon. Peu importe qui ou pourquoi, tant qu'il pouvait se battre contre des adversaires forts. Avec ça, ils se sont à nouveau lancés l'un contre l'autre, tous deux se déplaçant et attaquant à une vitesse que la plupart des gens ne pouvaient même pas voir. Ils étaient tous deux maîtres du flash step maintenant, et tout le combat semblait irréel. Après avoir été témoin de ma nouvelle force, Kaido m'a même demandé de devenir son véritable disciple, mais j'ai refusé immédiatement. En réponse, Kaido a lancé une technique similaire, épée écarlate, du phénix flamboyant. Il a utilisé Flash Step pour briser mon éventail sonore, m'a frappé à la poitrine et a déchiré mon cœur, qu'il a ensuite déchiqueté dans sa main. Alors que Kaido commençait à réciter un sort pour mettre fin à tout, des énormes ailes noires se sont déployées de mon dos. Mon corps a commencé à rassembler les morceaux de mon cœur tout en libérant une vague d'énergie noire massive. Nagumo a expliqué à Karin qu'il s'agissait d'une magie extrêmement puissante et rare, appelée Maja Erebea. L'utilisateur risque de perdre complètement son âme. Seules 2 personnes dans le monde étaient connues pour la posséder. Dark Evangel Yuki-hime, qui avait échoué à la maîtriser, et son arrière-grand-père Negi, qui utilisait sa forme complète. Nagumo craignait qu'un 3e utilisateur puisse faire basculer l'équilibre du monde. Maintenant complètement submergé par la puissance, j'ai chargé Kaido avec une puissance dévastatrice, sans retenue. Je l'ai projeté dans un bâtiment, puis j'ai chargé avec une série d'attaques qui ont même terrifié Nagumo. Il a essayé de sauver son ami, mais Karin l'a bloqué avec son épée comme une Catalin Jenner. Au moment où J était sur le point de porter le coup de grâce à Kaido, j'ai soudainement vacillé, luttant pour reprendre le contrôle de moi-même. Après un moment, l'aura noire s'est échappée de moi, me laissant gravement blessé et épuisé. Kaido, brisé, a rampé jusqu'au corps du loup-garou et a admis sa défaite, me demandant de le tuer. Mais le gamin le plus lâche ici a refusé d'accepter la victoire, disant que ce N n'était pas vraiment moi qui avais combattu. Ils ont donc accepté de régler le tout avec de vrais coups de poing. Pendant le combat, alors que Kaido se débattait pour gagner, il m'a vu pleurer. Je lui ai demandé comment quelqu'un avec autant de pouvoir pouvait l'utiliser pour le mal. Kaido a été surpris que je n'utilise que mon propre pouvoir naturel pour l'affronter. Poussé par rien d'autre que ma pure volonté et une juste colère, j'ai lancé une dernière poussée d'énergie explosive, écrasant le bras de Kaido et détruisant le bâtiment derrière nous dans le processus. Nagumo était impressionné que j'ai vaincu Kaido sans avoir besoin de Maja Erebea. Même Karin était impressionnée par ma puissance absolue. Kaido a de nouveau supplié qu'on le tue comme une forme d'adoration, mais j'ai refusé. À ce moment-là, Nagumo a ouvert une faille et est parti avec Kaido et Chao, vaincus comme des chiens galeux. Les habitants du bidonville se sont rassemblés pour voir leur maison brûler. Mais ensuite, Yuki-hime est apparue et, avec une démonstration de puissance immense, a gelé tout le village, éteignant l'incendie sur place. Elle a loué Kuromaru pour son signal de feu d'artifice, qui les avait aidés à suivre tout le monde. Elle a salué Nagumo, qui semblait surpris de la voir, et j'ai été choqué d'apprendre qu'elle connaissait le maître de location de Yuki. Ce soir-là, le village a organisé un grand banquet pour les personnes qui les avaient sauvées. Pendant le repas, Yuki-hime m'a expliqué que le fait que j'ai utilisé Maja Erebea
était logique. Après tout, nous partageons le même sang, puisque les enfants du bidonville ont invité les détenteurs de Yuki à manger avec eux. Personne d'entre eux ne savait que, dans l'ombre, un drone furtif me suivait, observant la scène depuis sa position au sommet de la tour. Ensuite, Kuromaru est à la base de l'Uku Holder, chargé de me rapporter mon épée sensible Kurobo en toute sécurité dans mon quartier. Cherchant à comprendre la puissance des ténèbres que mon ami avait manifestées, Kuromaru a demandé à Shell, épée si elle savait quelque chose sur Maja Erebea. Cependant, Kurobo a évité la question et a plutôt rétorqué, indiquant qu'elle avait remarqué l'affection intense de Kuromaru pour mon postérieur maigre. Cela a été comme un coup dur pour Kuromaru. Embarrassé et confus, il a immédiatement nié et a posé l'Iti, épée par terre. Ensuite, il s'est enfui de la scène dans une grande gêne, laissant l'Iti, épée derrière lui. Alors qu'il essayait de se calmer, le regard de Kuromaru est tombé sur moi, qui était en bas du navire, en train d'embrasser la fille de service. Tuna, J, était ravie d'examiner un hors-bord que Yukihime avait fabriqué elle-même à partir de pièces de rebut. Impressionné par ses compétences, J était impatient de l'accompagner pour un tour. Alors qu'il flottait sur l'eau, Yukihime m'a confié son rêve de devenir un jour pilote de course professionnel. Moi, avec ma sincérité caractéristique, je l'ai encouragé de toutes mes forces, l'incitant à poursuivre son rêve. De loin, Kuromaru a observé les deux rire avec une aisance déconcertante. Un sentiment de jalousie et une douleur confuse l'ont submergé au point de lutter pour comprendre la piqûre étrange dans sa poitrine. Ensuite, cherchant la solitude, Kuromaru s'est prélassé dans l'une des sources chaudes de la base. Son attention s'est alors portée sur le rembobinage des paroles de l'aile, épée, et la scène avec moi et Yukihime. Mais sa contemplation paisible a été interrompue lorsque Karine a fait irruption dans la pièce pour lui confier une mission, le trouvant complètement désemparé par sa propre maladresse. C'est précisément à ce moment de suspension que Karine a finalement vu la vérité. Acculé, Kuromaru est contraint d'expliquer sa situation particulière. Il révèle qu'il n'est ni homme ni femme. Il appartient au clan Fushigari, une race mi-humaine, née sans genre prédéfini. Arrivés à un certain âge, à la puberté, ils doivent choisir le genre qu'ils seront pour le reste de leur vie. Cependant, la réaction de Karine n'est pas la compréhension, mais l'agressivité. Elle déclenche une guerre, motivée entièrement par la jalousie. Convaincue que je finirais par aimer Yukihime, elle exige que Kuromaru suce mon doigt tous les jours et garde mon attention loin de sa maîtresse. Elle maîtrise Kuromaru, lui assène un coup de pied et lui ordonne de lui obéir. Cependant, leur affrontement est interrompu par l'apparition soudaine du robot. Amiya les a observés. Il leur assure qu'il ne révélera pas l'origine de Kuromaru et déclare calmement qu'il a un plan. Plus tard, alors que J était occupé par les tâches ménagères, je me demande où il est passé. La réponse arrive sous la forme d'une belle jeune fille blonde, la plus belle que je n'ai jamais vue auparavant. C'est le plan d'Amiya qui est mis en œuvre. Kuromaru, maintenant déguisé en fille et se présentant sous le nom de Kuru, est censé être son frère. Le stupide Tota que je suis est complètement dupé par le déguisement, heureux qu'il m'ait caché une petite sœur aussi mignonne. Après un moment d'hésitation, Kuru me demande de l'emmener visiter la capitale. Je réfléchis un instant, mais j'accepte, espérant pouvoir la tâter discrètement. Nous rencontrons Tuna sur la route, qui me prête son bateau à hydrogène pour la journée. Alors que nous naviguons dans le bateau de Tuna, nous passons devant une petite fille aux yeux magnifiques et étranges, qui erre au niveau inférieur de la base, mais je ne prête pas attention à la petite fille. Dans la capitale, Kuru et moi profitons de notre rendez-vous le plus étrange. Kuromaru se sent vraiment heureux, et il presse sa poitrine artificielle contre moi pour me faire rougir. Nous arrivons finalement sur la place principale de la ville, où nous nous promenons comme un couple étrange. Mais un moment crucial se produit lorsque la chaussure de Kuru se casse. Sans la moindre hésitation, je m'agenouille pour la réparer. Cet acte simple et inattendu provoque un choc chez Kuromaru, et pour la première fois il considère sérieusement la vie d'une fille. Être à mes côtés est peut-être ce qu'il désire vraiment. Hésitant, Kuromaru pointe la tour et me demande de l'y emmener. Mais ces créatures pleines d'hormones immatures n'ont aucune idée de la silhouette sinistre de Chao, le chef sadique des invocateurs, qui les observe dans l'ombre. Pendant ce temps, de retour à la base, Yukihime et Jinbei ont une conversation sérieuse. Elle exprime une profonde inquiétude quant à mon comportement de Maja Erebea. Elle craint que cela n'attire une attention indésirable. Jinbei ne semble pas trop alarmé, mais Yukihime confirme que je suis surveillé par un drone piloté par un individu puissant connu sous le nom de Fate Averuncus. À la tour, je suis ravi, j'ai enfin atteint le lieu de mes rêves. Je dis à Kuru ce que signifie mon amitié avec Kuromaru, une déclaration qui remplit la jeune fille déguisée d'un mélange d'eau, émotions joyeuses et tristes. Mon affirmation que Kuru est mignonne ne fait qu'augmenter sa confusion. Cependant, notre moment Netflix stupide est brutalement interrompu. Chao apparaît, ouvrant un portail sombre qui commence à m'aspirer. Kuromaru est immédiatement projeté au sol, car il ne peut utiliser ses pouvoirs dans le corps d'une fille. Néanmoins, il parvient à dégainer son épée instinctivement pour attaquer l'ennemi. Cependant, il est immédiatement arrêté par une seconde invocation, un homme aux 6 bras nommé Osura. Kuromaru réalise rapidement qu'il ne peut pas reprendre sa forme masculine, et il est facilement maîtrisé et jeté hors du bâtiment,
comme une boule de flippeux. Alors que Kuromaru gît impuissant sur le sol, il se souvient à quel point il m'aime. D'une manière ou d'une autre, avec une montée d'adrénaline, il lance une autre attaque et jette Chao comme un frisbee. Il reprend sa forme habituelle, prêt à défendre par tous les moyens. De loin, Osura observe toute la scène et félicite même Kuromaru pour ses efforts. Mais avant que Kuromaru ne puisse se préparer à attaquer, les policiers arrivent sur les lieux. À ce moment-là, je me réveille, et le stupide que je suis n'a aucune idée de la forme féminine de Kuromaru. Voyant mon ami, je demande immédiatement à Kuro ce qui s'est passé. Kuromaru ment rapidement, disant qu'il a emmené sa sœur en lieu sûr. Ensuite, il me gronde pour ma faiblesse. Dans sa rage, Kuromaru se contente d'être mon ami, quelle que soit la forme qu'il choisit. Mais j'aggrave les choses, en disant que je veux sucer les parties de Kuromaru et la traiter comme un jouet. Pendant ce temps, de retour au QG de UQ Holder, la petite fille nommée Kiri joue seule. Le robot Amiya trouve la petite fille occupée à effectuer un rituel de sable. Lorsqu'il lui demande s'il y a un sort spécial, Kiri rougit avec un éclair curieux dans les yeux et répond que le sort spécial ne fait que commencer. Au QG encombré de UQ Holder, Karine tire Kuromaru à part et l'interroge sur son rendez-vous avec moi. Alors que Kuromaru hésite, Karine lui demande pourquoi il n'est pas resté déguisé en Koru comme il l'avait prévu. Pendant qu'il parle, Amiya, qui maîtrise la technologie, me présente Kiri, la plus nouvelle et la plus craintive. La petite fille, qui semble effrayée par sa propre ombre, demande à voir le stupide que je suis en privé. Lorsqu'ils atteignent un coin isolé, toute l'attitude de Kiri change. Elle abandonne sa gentillesse, son expression devient froide et autoritaire. Elle m'ordonne de m'asseoir, se présente comme mon supérieur à UQ Holder et exige mon respect. Alors que je suis confus, Kiri m'ordonne d'aboyer et j'obéis en hésitant. Mais lorsque je pose la bonne question sur son changement d'attitude soudain, Kiri tente de me frapper au visage. Bien que j'ai réussi à maîtriser son flux hormonal, je saisis toujours les cheveux de la petite fille et contrôle ses hormones. La petite fille prétend avoir le droit de me frapper 5 fois. Puisque J était censé ne pas l'avoir sauvée à 5 reprises, je suis totalement déconcerté, niant que était la première fois que nous parlions. Mais avant que Kiri ne puisse expliquer ce chantage bizarre, une ombre glisse le long du mur. Chao, le sadique, apparaît enfin de sa cachette et tranche la gorge de Kiri à une vitesse fulgurante. Alors que Kiri tombe au sol, le sang giclant, elle se tourne vers moi, son dernier geste étant de me prendre la main. Je regrette d'avoir dit à Kiri de rouvrir les yeux. Soudain, je me réveille en sursaut et je me retrouve de retour dans la base. Je me demande si ce N était qu'un rêve. Mais je vois ensuite que Kiri est bien vivante. Et en pleine forme, elle me gronde immédiatement pour ma stupidité. Amiya et Karine apparaissent alors, prêtes à emmener Kiri à la capitale, et sont surprises de me voir de retour si tôt. Le stupide que je suis a failli révéler le secret de Kuru, mais elle m'a donné un coup de pied dans la jambe pour me faire taire. Sur le bateau de retour de l'aile, île de Jeffrey Epstein, Karine et Amiya discutent des rumeurs concernant le pouvoir mystérieux de Kiri. Elle suppose que son pouvoir n'est pas magique, mais une sorte de voyage dans le temps. J'ai une question similaire, et Kiri explique maladroitement comment fonctionne sa capacité. C'est un pouvoir appelé sauvegarde et restauration. En effectuant un rituel avec du sable, elle peut créer un point de sauvegarde, comme dans le jeu Vice City. Chaque fois que Kiri meurt, le temps remonte, et elle revient à ce point précis. Et si elle tient la main de quelqu'un au moment de sa mort, elle peut ramener son âme avec elle. Elle dit au pauvre idiot que je suis qu'elle est morte 5 fois, parce que j'ai échoué à lui tenir la main. Elle m'informe que je suis extrêmement important pour l'avenir, et c'est pourquoi elle a dû recourir à des mesures aussi extrêmes pour avertir mon petit cerveau. De retour dans la capitale, ils retournent dans leur tanière. Kiri tente d'expliquer la situation, mais cette fois, je suis préparé. Lorsque Chao apparaît de l'ombre pour l'attaquer, je réagis immédiatement. J'intercepte son attaque et utilise Kurobo pour augmenter ma taille D et P à un niveau incroyable. Avant que Chao n'ait pu réagir, j'ai projeté ce serviteur dans le ciel comme un ovni. Une fois que la menace devant moi a disparu, Kiri me raconte enfin toute l'histoire horrible du méchant de leur vie. La cause de cette boucle infernale est un homme nommé Fate Averincus. Au début de la boucle temporelle, Kiri a vu Fate me capturer facilement et faire de moi son esclave. Elle a regardé avec horreur Fate frapper Amiya, le tuant d'un coup de pied, et envoyant Karine sur la lune d'un seul coup de poing. Après que Kuromaru était écrasé comme un insecte, Fate m'a frappé en millions de morceaux. Dès qu'il se tourna pour s'occuper d'elle, Kiri se suicida, activant la restauration et recommençant la boucle pour sauver tous ses amis. En entendant cette histoire, je suis horrifié, me demandant pourquoi cet homme puissant, Fate, me harcèle. Cependant, notre conversation est interrompue par Amiya et Karine, qui ont entendu toute l'histoire. Comprenant maintenant la véritable nature du pouvoir de Kiri, j'essaye de révéler tous les détails sur la force de Kiri, mais la petite fille m'arrête. Amiya explique au stupide que je suis qu'il y a une raison pour que de tels pouvoirs soient gardés secrets. Entre les mains d'un méchant, Kiri pourrait être utilisé comme une arme, tuée à plusieurs reprises pour remonter le temps au profit d'autrui. Je comprends enfin la situation et assure à Kiri que mes amis et moi n'abuserons jamais d'elle. Alors que la petite fille est sceptique,
Amiya, Karin et Kuromaru assurent tous Kiri de sa sécurité. Cela lui apporte un nouveau sentiment de confiance envers ses coéquipiers, mais elle donne quand même un coup de tête à mon front comme un geste d'affection. Une fois la vérité révélée, Kiri élabore un plan pour capturer Fate, car elle a assisté à cet événement. Elle sait exactement comment et quand le méchant apparaîtra. Kiri explique qu'elle a préparé un nouveau point de sauvegarde dans le donjon sous la forteresse de Yukihime. Le plan est une mise en scène à haut risque. Je ferai semblant d'être l'appât pour attirer Fate hors de sa cachette. Amiya l'aidera avec un puissant rayon laser et attaquera le méchant. Karin et les autres s'occuperont des alliés de Fate et fourniront un soutien en arrière-plan. Dans le chaos qui s'ensuivra, Kiri et Kuromaru feront irruption. Le seul objectif de Kiri est de toucher Fate. Une fois qu'elle aura réussi, elle se suicidera et son pouvoir ramènera tout le monde, y compris sa cible, au point de sauvegarde sûr dans le donjon où Yukihime attendra pour prononcer le dernier jugement. Une fois que tout le monde sera en position pour vaincre le stupide méchant qui ressemble à Kim Jong-un, je demande pourquoi Yukihime ne l'affronte pas directement dans la capitale. Kiri explique que Fate est assez puissant pour détecter la présence de Yukihime de loin. S'il était plus proche, il n'apparaîtrait pas. Sentant le poids de la mission, je décide de chercher moi-même des informations sur Fate. Sur mon téléphone, je trouve une vidéo que Yukihime a téléchargée pour moi. Elle y explique que Fate était autrefois un héros qui a combattu à ses côtés et aux côtés de mon grand-père. Negi, était une équipe qui avait sauvé le monde. Mais après le départ de Negi, Fate avait changé de personnalité, devenant un homme amer qui détestait les humains et les crêpes au chocolat. Yukihime m'a averti que Fate arrivait à cause de mon lien avec Negi, et m'a immédiatement conseillé de rejeter toute offre que Fate ferait. Je suis un peu étourdi par toutes ces informations, mais je ne peux pas perdre de temps à réfléchir. Toute l'équipe est en position dans un centre commercial bondé. Amiya est à un endroit éloigné. Son doigt est sur le bouton de tir du laser satellitaire. La tension monte comme dans un documentaire de science-fiction. Amiya verrouille sa cible et fait signe à Kiri. Dès que je vois Fate, mon sang se glace. Marcher imprudemment juste derrière le magicien le plus puissant du monde est ce que font mes amis d'enfance stupides. La campagne bat son plein, mais mon esprit est en ébullition. Essayer de faire en sorte que l'ami que l'on croyait être celui de mon grand-père puisse devenir une menace pour toute l'humanité. Sur une source de données satellitaire, Amiya suit l'approche de Fate. Le plan est sur le point d'atteindre son point critique, mais tout s'arrête brusquement lorsque mes amis d'enfance du pays découvrent ma présence dans la foule. Ils courent vers moi, ignorant totalement le danger dans lequel ils viennent de s'engager. Voyant ce changement soudain dans le plan, Amiya est obligé d'adapter son plan d'attaque par laser. Voyant les civils, il décide de retenir le tir. Mais juste au moment où il s'apprête à annuler, l'un des alliés de Fate, une femme de ménage ressemblant à un robot, lui tend une embuscade, lui lacérant la main qui tenait la télécommande du satellite. De retour au centre commercial, je suis obligé de rester calme, échanger des salutations avec mes amis tout en essayant de ne pas laisser transparaître la situation de crise qui se déroule autour de moi. C'est alors que Fate approche comme un personnage de Johnny Depp terrifiant. Il se présente calmement comme un vieil ami de mon grand-père, mais sa gentillesse apparente est un voile mince, recouvrant une menace glaciale. Il dit clairement qu'il sait tout sur moi, la couleur de mes yeux, mes nouveaux alliés à Yukio Holder, et même mes amis du pays. Pendant que j'essaye de sauver mes amis, Fate me présente une lettre de menace. Coopérer avec lui pour détruire volontairement la Terre, où il balayera tous les habitants du centre commercial sans réfléchir. Kiri, observant depuis sa cachette, est furieuse que leur plan parfait ait été gaspillé. Mais au lieu de reculer, j'ai pris une décision audacieuse. J'ai osé rejeter l'offre de Fate, et j'ai décidé de défier l'homme aux cheveux blancs et de sortir mon ancienne épée comme s'il s'agissait d'un fusil. Lorsque Fate bouscule Yukihime, je crie de toutes mes forces qu'il y a un terroriste avec une bombe dans le centre commercial faisant paniquer les civils. Dans ce moment de confusion, Karin attaque Fate par derrière. Pendant qu'il est désorienté, je me joins à l'assaut, brandissant Kuromaru de toutes mes forces. Fate bloque les deux attaques avec un bouclier magique. Mais moi, dans un coup de génie risqué, j'ai augmenté la puissance de mon épée à un niveau incroyable de 500 000 fois la normale, et j'ai brisé la barrière. Dès que la barrière est brisée, le reste de l'équipe passe à l'action. Amiya, après avoir neutralisé son assaillant, reprend le contrôle de la télécommande et tire un faisceau laser directement sur Fate. Alors que énorme faisceau d'énergie descend, Kuromaru fonce, transportant Kiri sur son dos pour achever la dernière phase du plan. Pendant que Fate lutte pour absorber la puissance massive du laser, Kiri l'attrape comme un enfant, essayant de boire du lait. Mais juste au moment où elle se retourne pour aller chercher les autres afin de les faire participer à la remise en état, son corps se transforme en pierre. Le plan a échoué à la dernière seconde, évoquant un sourire narquois sur le visage de Fate. Avec leur objectif principal à terre, toute équipe envisage de battre en retraite, mais je refuse de reculer. Je remarque que Fate a été gravement blessé par le laser et qu'il a perdu une partie de sa force. C'est notre seule chance. Alors que de nombreuses sbires de Fate apparaissent pour affronter le reste de équipe, je me bats de toutes mes forces contre le grand sorcier. Mais mon ennemi est d'un tout autre niveau, et ressemble aux idiots venus d'Alabama. Chacun d'entre eux doit affronter un adversaire étrange, et ils sont prêts à se battre jusqu'à leur dernier souffle.
Pendant ce temps, Fate gère toutes mes attaques physiques, comme s'il s'agissait de bonbons, prouvant qu'il est un maître parfait de la magie et des arts martiaux. Sa riposte est également à un autre niveau, qu'il lance sans verser une goutte de sueur. Soudain, Karine me contacte via WhatsApp. Elle me dit qu'un compte à rebours étrange est apparu sur le bras pétrifié de Kiri. Nous convenons tous deux de faire confiance à la petite et de retarder les attaques pendant un moment. Je fais de mon mieux pour contenir Fate, le narguant et esquivant ses coups pendant que le compte à rebours sur le bras de Kiri diminue. Juste avant la fin du compte à rebours, j'augmente à nouveau la puissance de Kurobo, frappant Fate au sol, et le maintenant. Dès que le compte à rebours atteint 0, je saisis la main de Kuru, et la pétrification sur son corps se brise. Le reste de l'équipe se rassemble rapidement autour d'elle, rétablissant le contact. Fate étant toujours immobilisé, Kiri active ses pouvoirs, se sacrifie et ramène tout le groupe, y compris leur ennemi, en arrière dans le temps jusqu'à un abri sûr sous terre. Une fois là-bas, Fate fait face à Yukihime après 20 longues années. Le simple fait de la voir le rend méfiant, et il se prépare à se battre, mais au fond de lui, il sait que le combat est terminé. Fate admet sa défaite, et en échange de sa liberté, il accepte de répondre à une question de chacun d'entre nous, comme s'il s'agissait d'un jeu télévisé sur Comédie Centrale. Amiya n'est pas intéressé par leur dispute familiale, et il demande à Fate quel est son plan pour moi. Sans hésitation, Fate révèle son véritable objectif. Il veut utiliser mon pouvoir pour sauver Negi, ce qu'il prétend sauver 12 millions de personnes dans le système solaire en un instant. Karine, dans un accès de jalousie extrême, demande à Negi qui il aime le plus, elle ou Yukihime. Cependant, avant que Fate ne puisse répondre à cette question embarrassante, Yukihime le menace avec son pouvoir de glace, et il évite rapidement le sujet comme une petite amie toxique. Kuromaru s'approche ensuite et demande quel est le niveau d'urgence de son besoin de moi. Fate répond que ce n'est pas urgent, ce qui signifie que je n'ai pas à le suivre immédiatement. Finalement, c'est mon tour. Je félicite Fate de ne pas être aussi mauvais qu'il l'avait dit. Mais ensuite, je pose la seule question qui m'a hanté. Est-ce que vous êtes responsable de la mort de ma mère ? Tout le monde dans l'abri est stupéfait. Fate me regarde droit dans les yeux et dit « Oui ». En entendant cela, mon aura de ki s'embrase, et le Maja Erebea commence à élever. Je vais battre Fate comme les manifestants l'ont fait au Népal. Mais à ce moment-là, le sceau magique sur mon corps est activé. Une image fantomatique de Negi apparaît dans la pièce. Je reconnais que c'est l'homme de mes fantasmes au sens littéral. L'hologramme 3DIOPTER de Negi me dit de ne pas croire ce que Fate vient de dire, expliquant que ses actions, aussi tordues soient-elles, visent à me protéger. Pendant que cela se passe, Yukihime ordonne à Kuromaru par télépathie de localiser et de détruire le dispositif sur mon corps qui projette l'image. Juste au moment où Negi est sur le point de révéler toute la vérité, Kuromaru trouve le talisman sur mon épaule et le coupe, provoquant la disparition de l'hologramme dans l'air, me laissant avec plus de questions que de réponses. Le lendemain, Kiri, Karine et Kuromaru se détendent, mais Kiri est de mauvaise humeur. Elle est furieuse parce qu'après tous les efforts qu'elle a déployés et être morte plusieurs fois, Yukihime a laissé Fate partir comme si de rien n'était. Elle supporte mal de ne même pas avoir rencontré le grand-père du stupide et méprisable Tota. En entendant cela, Karine se moque d'elle, disant qu'elle est en fait juste triste parce qu'elle m'aime. Kiri proteste vigoureusement, mais Karine a clairement dit ce qu'elle avait sur le cœur. Pendant ce temps, l'idiot mentionné suit Yukihime comme un chiot, la dérangeant avec des questions sur Negi. Je suis encore sous le choc d'apprendre que mon grand-père est en quelque sorte toujours en vie. Mais Yukihime n'est pas d'humeur à parler. Elle me laisse complètement de côté, et, en arrivant dans mon bureau, elle se précipite à l'intérieur et claque la porte juste devant moi. Ma déception est interrompue par l'arrivée de nouveaux visages à la résidence EQ Holder. Pendant ce temps, je suis déprimé et m'entraîne seul pour me défouler en utilisant mon propre Korobo. Je suis habillé comme un serveur dans un restaurant 5 étoiles. Pour une raison quelconque, je ne remarque pas que Tuna, la fille de ménage, est en train de passer la serpillière et que je déchire accidentellement son tablier avec mon épée. Je reconnais ma déception. Et Tuna me pardonne immédiatement. Ils finissent par prendre le thé ensemble, discuter et rire comme un groupe de filles. De loin, Kiri et Kuromaru les observent, et il est évident qu'elles sont jalouses du fait que Tuna se rapproche de moi. Cependant, leur observation est interrompue par une apparition complètement dérangée qui semblerait parfaitement à sa place à l'asile d'Arkham. C'est Mysore, la nouvelle fille étrange. Elle atterrit juste devant elle, dit à Tuna de Sus, éloignée de moi, puis se tourne pour m'affronter. Mysore explique que je suis issu d'une famille démoniaque. Mon arrière-grand-père, Negi, avait un harem, et mon grand-père, Negi, a suivi les traces de son père. Elle affirme que Negi a rendu la vie de sa mère difficile, et c'est pourquoi elle est venue me battre pour venger sa mère. Elle se précipite et m'attaque, mais je bloque facilement ses assauts et la projette en l'air comme une culotte sèche. Je saute ensuite pour la rattraper et la sauver, ce qui la fait rougir instantanément. Mysore me complimente pour avoir répondu à ses critères, puis, dans un saut logique complet, décide de me épouser pour sauver les autres femmes de la douleur que je suis sûr de leur infliger. Cet idiot de Tota rejette avec élégance son offre au lieu de se glisser sous sa jupe. D'un autre côté, sa grand-mère, Ayaka, a une réunion avec Yukihime.
Elles se remémorent le temps où elles étaient étudiantes de Negi. Elles pleurent en se souvenant que toutes les filles de leur classe aimaient ce garçon. De retour au présent, Misor a décidé que la meilleure façon de gagner mon cœur est par l'estomac. Elle devient une servante pour m'apporter de la nourriture. Et Kiri, Kuromaru et Karine ne peuvent que regarder avec désespoir ses efforts pour sa nouvelle mission romantique. Je savoure le repas apporté par Misor. Et quand je vois les glaçons sur ses mains, je réalise qu'elle les a faits elle-même. Karine se moque à nouveau de Kiri pour être amoureuse de moi, mais elle donne ensuite une leçon brutale à elle et à Kuromaru sur la réalité de leur situation, leur disant d'abandonner. Je suis un pervers, et je choisirai toujours une fille avec des parties intimes visibles, plutôt qu'un homme sans valeur. C'est alors qu'Amiya apparaît et leur dit qu'il a une solution à leurs problèmes romantiques. Il explique une légende locale, un sort de source chaude qui peut faire tomber amoureuse quelqu'un de vous en le brossant 50 fois. Elles sont sceptiques, mais Amiya éveille leur curiosité en promettant de partager l'information avec Misor et Yukihime, les personnes ayant des parties intimes visibles. Ce soir-là, Amiya et moi nous prélassons dans la source chaude. Amiya est clairement en train de supplier. Et pour ce faire, il me raconte son histoire de vie. Il a eu un accident quand il était jeune et est resté en coma pendant plus de 70 ans. Amiya affirme que sa conscience a été transférée dans le corps de robot qu'il habite actuellement. Alors qu'il racontait son histoire, les filles pleines d'hormones se préparaient à l'action. Karine fut la première à arriver. Elle m'attrapa et me força à me retourner pendant qu'elle utilisait un balai pour me frotter le dos. Mais avant qu'elle ne puisse éloigner, Kiri bondit et la poussa. Et elles commencèrent à se disputer. Elles levèrent les yeux et virent que Yukihime était intervenu et avait commencé à me frotter le dos. Mais Misor ne la laissa pas finir. Une guerre totale éclata, alors que les filles se disputaient pour frotter le dos de mon dos, plein de sueur. Voyant son ami en difficulté, Kuromaru apparut et me sauva des filles surexcitées. Mais le sauvetage n'a duré qu'un instant avant que Kiri et Misor n'interviennent, et que mon postérieur tremblant ne soit projeté dans la piscine. Pendant que les filles obsédées se battaient entre elles, Yukihime se joignit à moi dans la piscine. Elle m'interrogea sur mon excitation, et après que je lui expliquai, elle commença doucement à me frotter le dos. Alors qu'elle faisait cela, elle finit par s'excuser de son comportement froid précédent, admettant qu'elle traversait juste une période difficile. Toutes les filles regardèrent avec déception lorsqu'elles réalisèrent que Yukihime avait facilement remporté la victoire dans la bataille pour mon dos. Ensuite, je suis allé rencontrer Yukihime à la gare pour une vraie conversation, digne d'un film de mafia. Elle est apparue dans une forme plus jeune que son âge réel, ce qui m'a un peu gêné. Je lui ai demandé si elle aimait Negi, et elle a admis que oui. Elle m'a ensuite raconté toute la vérité compliquée. Le Negi que j'ai vu dans la grotte plus tôt était pas vraiment mon grand-père. Il y a 20 ans, Negi a vaincu un mage noir puissant, nommé Mage Kinguyen. Il a remporté la bataille contre cet idiot et a sauvé le monde. Mais pendant ce processus, Negi a été possédé par le mage. Elle et Fate ont toutes deux essayé de le sauver depuis, mais leurs méthodes différentes les ont mis en conflit. J'ai ensuite mentionné ma mère adoptive, rappelant à Yukihime que Fate avait admis les avoir éliminés. Elle me regarda avec un air triste et dit que ce que Fate avait dit n'était pas la vérité. Ma mère adoptive n'est pas morte dans cet accident il y a 2 ans, parce que je n'ai jamais eu de mère adoptive. Je ne suis pas né comme les autres. Il s'avère que ce idiot que je suis a été créé dans un laboratoire comme une sorte de virus il y a seulement 2 ans. Utilisant le matériel génétique de Negi, je ne suis pas seulement lié à mon grand-père, je suis une copie de Negi. Dans le silence qui a suivi cette révélation bouleversante, je me suis assis dans ma chambre, se sentant désespéré. La nouvelle que je n'était pas une personne, mais une expérience génétique, une copie de Negi, pesait sur moi comme un fardeau physique. J'ai partagé cette angoisse avec Kuromaru. Alors qu'il ne voulait que lécher mon postérieur, j'ai expliqué que l'affection de Yukihime était toujours réservée à mon grand-père, et que la seule raison pour laquelle elle m'aimait n'était pas sentimentale, mais par un sentiment de responsabilité envers l'homme qu'elle avait perdu. Les fondations de ma vie. Ma relation avec la personne qui m'a élevé jusqu'à présent semblait être un mensonge. Kuromaru a fait de son mieux pour remonter le moral de son ami, mais le pauvre garçon essayait clairement de tout gérer. Cependant, notre conversation morose fut brusquement interrompue lorsque Misor fit irruption dans la pièce comme une tempête. Avec Kiri juste derrière elle, elle déclara que la meilleure façon d'apaiser une crise de réputation était de se présenter au tournoi d'arts martiaux de Maora. Avant que je puisse protester, je me suis retrouvé sorti de mon état de tristesse et en route pour la ville. Pendant ce temps, dans une autre partie de la base, Yukihime avait une conversation paisible avec Ayaka, la grand-mère de Misor. Elle a admis avoir dit la vérité sur mes origines. Immédiatement après, tout le groupe déambulait dans les rues animées de la ville, regardant les artistes martiaux et s'imprégnant de l'énergie chaotique du tournoi. L'atmosphère vibrante a commencé à faire effet, et moi, excité comme un toxicomane, suis allé me renseigner sur l'inscription. Voyant cela, Kiri et Kuromaru sont devenus jalouses, alors que je devenais de plus en plus à l'aise avec cette fille Misor. Malheureusement, j'ai été déçu, car toutes les places pour le tournoi étaient déjà prises. J'ai essayé de ne pas laisser cela gâcher mon humeur,
promettant de réessayer l'année prochaine. À ce moment-là, la vieille Ayaka est apparue de nulle part, accompagnée de 2 autres anciennes élèves de Negi, Manami, qui s'avère être la directrice du tournoi, et Chachamaru, une poupée mécanique. Sans aucun avertissement, Ayaka m'a attrapé comme une dame de Chicago, disant qu'ils avaient quelque chose d'important à discuter, laissant une misère protestataire derrière nous. Maintenant, les femmes m'emmenaient dans un lieu chargé d'histoire, l'ancienne salle de classe où Negi enseignait lorsqu'il avait 10 ans. Ils ont partagé des souvenirs de son premier jour, à quel point il était maladroit, mais comment il a immédiatement gagné le cœur de toutes les filles de la classe. Là, j'ai rencontré une autre ancienne élève de mon grand-père, une fille à la peau pâle nommée Sayo, qui s'est révélée être un fantôme. Ils se sont tous rassemblés autour de moi, alors que leurs expressions étaient un mélange de nostalgie et d'affection. Ils m'ont dit que le fait d'eux, être une copie de moi, n'avait aucune importance pour eux. L'important était que je portais l'héritage de Negi. Ils m'ont assuré que si Negi était là, ils me traiteraient comme un vrai petit-fils. En fait, ils me considéraient comme un petit-fils. Le poids de leur acceptation était stupéfiant. Et quand Ayaka, se levant de son fauteuil roulant, m'a serré dans une étreinte chaleureuse mais moqueuse pour sentir mon jeune postérieur, j'ai réalisé que j'avais une famille que je n'avais jamais connue. À ce moment-là, Mana a reçu un appel du personnel du tournoi. Un artiste martial avait été gravement blessé et avait dû abandonner, et ils avaient besoin d'un remplaçant de dernière minute. Quelques heures plus tard, j'ai dévalé l'arène sous les acclamations de la foule, alors que mes amis criaient des encouragements depuis les gradins. Face à moi se trouvait un adversaire masqué nommé Cutlass, ressemblant à un méchant d'anime classique destiné à perdre. La cloche a retenti et le combat a commencé rapidement. J'ai chargé pour échanger des coups rapides, seulement pour découvrir que cet adversaire était bien plus fort que prévu. Depuis les côtés, Sayo et Kuromaru ont commencé à s'inquiéter. Ils pouvaient sentir que Cutlass dégageait une aura dangereuse bien au-delà de ce qui serait normal pour un combat. Pendant ce temps, Mana est allé vérifier l'artiste martial blessé et a découvert une vérité alarmante. Cutlass était celui qui l'avait mis à terre juste pour lui prendre sa place. Sur le ring, je luttais pour délivrer un coup décent. Cutlass me surpassait à tous égards, utilisant une combinaison de force brute et de magie élémentaire puissante. Ensuite, le combat est devenu personnel. Cutlass m'a giflé, m'appelant un modérateur Discord juste avant de me donner un coup de pied. Kiri et Kuromaru ont crié mon nom alors que Mizor regardait avec horreur. Mais je n'ai pas cédé. Je me suis relevé, bouillonnant de colère, alors que mon aura démoniaque, la puissance de Maja Erebea, prenait le dessus. J'ai chargé à nouveau, mais Cutlass a riposté comme si de rien N était. Maintenant, Cutlass invoque des épées magiques depuis le ciel, me clouant au sol, avec des lames enchâssées, qui neutralisent ma magie. Pendant que J était piégé, Cutlass a continué à me gifler, me traitant de inutile et disant que je ne pourrais jamais être à la hauteur du vrai Negi. Mais juste au moment où mon esprit était sur le point de s'effondrer, j'ai entendu les cris de mes amis depuis les gradins. Leurs voix m'ont donné la force de surmonter cela. Je me suis libéré, et j'ai porté un coup de poing solide au visage du fourbe. L'impact a arraché son capuchon de tête, révélant que mon ennemi mystérieux et puissant était en fait une belle jeune femme. Cutlass a haussé les épaules et a dit qu'elle voulait vraiment me tuer, mais qu'elles étaient à court de temps. Soudain, Negi lui-même est descendu du ciel. Il est entré et a dit qu'il était venu pour m'emmener avec lui. Les femmes étaient visiblement ravies de le voir, mais Mana et les autres sont immédiatement devenus horrifiés. Elles savaient que ce N n'était pas vraiment Negi, était Lifemaker qui se faisait passer pour lui. Negi a essayé de me convaincre qu'ils avaient besoin de moi pour sauver le monde, mais cela me semblait très cohérent. Avant que les choses ne dégénèrent, Yukihime a fait une entrée spectaculaire. Elle a brisé la perturbation, séparé la reine de la foule et est intervenue. Elle a révélé la vérité. Ce N n'était pas du tout Negi, juste Lifemaker déguisé. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, 2 de ses anciennes camarades de classe, maintenant alliés avec l'ennemi, sont apparus et l'ont ligoté avec leur magie. Quelques instants plus tard, un homme musclé et massif, ressemblant à un personnage sorti d'un anime JoJo's Bizarre Adventure, est tombé du ciel et a foncé droit sur moi. Mais avant que le coup ne puisse frapper, Karine et Kuromaru sont intervenus pour bloquer le coup, et Kiri est apparu avec mon épée juste à temps. Alors que la pression augmentait, Yukihime s'est libéré de l'emprise magique. Et avec cela, moi et mon groupe d'idiots nous sommes réunis, prêts à affronter Lifemaker et ses fidèles disciples sur TikTok, dans une guerre totale. Le champ de bataille était dressé, et l'air de l'arène était saturé d'odeurs de sueur. Yukihime a averti ses alliés que ce N n'était pas un combat ordinaire. Leurs adversaires étaient des légendes. Il y avait Yuki, le mage du suicide connu pour sa puissance, Nodoka, la médium au pouvoir de lecture de pensée, et Jack Rakan, le bretteur loué comme le plus grand du monde. Et à leur tête se trouvait la créature au visage de Negi, un homme si puissant qu'un simple de ses soupirs pouvait mettre à nu les vêtements de tout le monde dans l'arène. Ce spectacle bizarre m'a laissé sans voix devant le spectacle de toutes les filles de ma vie, subitement dénudées à mi-cuisse, tremblantes comme des gelées. Pendant ce temps, la servante Tuna est finalement venue regarder le combat, mais son visage était plein d'anxiété lorsqu'elle a remarqué une terrible tempête de sable se formant. De retour dans l'arène, Kiri a essayé de calmer la situation.
Elle a dit aux alliés que plutôt que de se battre, ils devraient essayer de me persuader pacifiquement de rejoindre leur camp. Kiri essayait d'acheter du temps pour qu'il puisse trouver le point faible de l'adversaire. Malheureusement pour elle, Nodoka, avec sa capacité de lecture de pensée, a immédiatement révélé les véritables intentions de Kiri à tout le monde. Alors que la diplomatie échouait lamentablement, Nodoka a lâché une autre bombe, révélant que J était la seule copie réussie créée à partir du matériel génétique combiné de Negi et d'Asuna. L'ennemi calme m'a demandé de venir avec eux, mais je leur ai dit de s'éloigner. Soudain, une voix mystérieuse et non identifiée a retenti, annonçant que j'allais être enlevé. Un vortex noir a déchiré la structure de la réalité et m'a aspiré, me transportant dans un autre monde. À mon réveil, je brillais comme un esprit et me suis retrouvé dans un étrange laboratoire de physique. Au loin, j'ai vu Yukihime, blessée et tombée sur le sol. J'ai couru pour saisir sa cheville inconsciente, mais je suis tombé avant de pouvoir l'atteindre. Le paysage a changé autour de moi et je me suis retrouvé devant un château perché, au bord d'une falaise. Un homme à l'air perpétuellement souriant, inquiétant, se tenait à côté de moi. Kurobo m'a immédiatement averti de ne pas faire confiance à cet homme, indiquant qu'il était Albero, le mage puissant qui avait créé l'eau, épée, et qu'il était un démon encore plus maléfique que Yukihime elle-même. Albero a déclaré que son seul objectif était de me persuader de rejoindre le groupe de Negi. Pour ce faire, il a décidé de me montrer un aperçu du passé. Dans cette hallucination, j'ai vu Yukihime il y a plusieurs milliers d'années tomber de ce même château. Elle a été sauvée par un bel homme aux cheveux roux, le père de Negi. J'ai regardé Yukihime tomber éperdument amoureuse de son sauveur, le suivant partout, refusant de le quitter comme Melania Trump. Le souvenir suivant a changé, et Albero m'a transporté dans une autre ligne temporelle. 15 ans plus tard, lorsqu'un Negi âgé de 10 ans devient professeur à l'académie, je vois Yukihime, ravie de rencontrer le fils de Negi, et elle se dépêche de protéger le garçon. J'observe Yukihime devenir la maîtresse du garçon, le traitant parfois comme un otaku, et lui ordonnant de lécher ses pieds, juste pour qu'Asuna fasse irruption et le sauve. Je vois leur relation se développer, et les observe finalement s'embrasser comme dans les drames d'antan. Le souvenir d'une Yukihime heureuse me remplit de joie, et je remercie Albero de me l'avoir montré. C'est alors que le prêtre de la magie admet que tout ce qu'il vient de me montrer était un mensonge. Alors que j'essaye de digérer cela, la version onirique de Yukihime me reconnaît, et se dirige vers moi. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, une femme enveloppée dans une brume sombre apparaît derrière elle, et l'enlève dans les ténèbres. Cette femme est l'incarnation du mal, le mage de l'annihilation, également connu sous le nom de Life Maker. Profitant de l'occasion, Albero lance une attaque surprise, plantant de nombreuses lances de lumière dans mon dos, alors que J était distrait par ma fourrure. Albero utilise ensuite un sort de gravité pour m'enraciner au sol, tandis que Life Maker, sans aucune hésitation, s'occupe de Yukihime qui est piégé. Même blessé, je refuse d'abandonner. Je me couche face contre terre pour l'atteindre. Life Maker me dit qu'il n'y a qu'une seule façon de la sauver. L'accompagner et accepter mon destin. J'atteins finalement Yukihime et la prends dans mes bras. Les larmes aux yeux, elle me dit que tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est une personne pour l'accompagner sous le ciel bleu pour toujours. Un douloureux rappel de sa vie solitaire et isolée. Je lui promets d'être toujours à ses côtés et d'esquiver la prochaine attaque de Life Maker pour l'emmener en lieu sûr. Lorsqu'il s'arrête, elle explique qu'ils sont dans un monde créé par l'imagination de Life Maker. Dans cet endroit, Life Maker peut déformer la réalité à sa guise. Malgré cela, Yukihime a toujours un dernier recours. Elle invoque une série de sauts magiques et crée une barrière autour d'eux, puis il lance une attaque directe. Cependant, Life Maker ne cesse de changer de forme, tel Dwayne The Rock Johnson, alternant entre sa propre forme et l'apparence du père et du fils Negi, pour désorienter Yukihime. Ce combat psychologique la force à baisser sa garde. Au même moment, Life Maker lance une capacité puissante qui m'exclut du combat pendant quelques secondes. Je suis violemment frappé et me retrouve soudainement dans une illusion, entouré d'un groupe de filles essayant de me tirer vers un océan rouge et de me noyer. Alors que je sombre, une nouvelle fille apparaît et brise l'illusion. Elle s'appelle Asuna, et elle se présente comme ma mère. Elle explique que pendant que Life Maker perturbait mon esprit, elle a réussi à s'introduire discrètement. Elle salue joyeusement Yukihime, qui a également échappé à l'illusion avec le reste du groupe. Asuna explique que même si cela leur a semblé être une longue période, moins d'une seconde était écoulée dans le monde réel. Elle se tourne vers moi et dit qu'en moi sommeille le pouvoir de vaincre Life Maker. Mais pour le libérer, je dois survivre 37 secondes entières à la combattre. Avec un objectif clair en tête, mon groupe et moi retournons à la réalité. Immédiatement, tout le monde se disperse et lance une attaque coordonnée contre leur ennemi. Avec les informations fournies par Asuna, ils éliminent facilement les ennemis mineurs au Moyen-Orient. Au même moment, je feinte les autres et me précipite droit sur Life Maker, mes yeux fixés sur elle, alors que le combat final commence. Avec les paroles de ma grand-mère résonnant dans mon cœur, je suis déterminé à me battre pendant 37 secondes à tout prix. Je fonce droit sur Life Maker et essaie d'atteindre mon grand-père à travers l'illusion. Cependant, mes mots sont étouffés par le pouvoir des ténèbres qui émanent du corps de Negi. Alors que tout devient sombre, deux épées se jettent dans le chaos pour sauver la situation comme toute autre fin heureuse.
Yukihime et Fate sont arrivés, sautant pour me prêter main forte. Fate ne perd pas de temps et récite un sort complexe et puissant. Le monde autour d'eux s'effondre et les âmes des 4 personnes, moi, Yukihime, Fate et Negi, sont aspirées dans un plan spirituel pur, où ils font face à la véritable personne de Negi. Apparaissant sous la forme de son jeune moi, lors de cette rencontre surréaliste, Fate révèle son plan désespéré mais complet pour arrêter Lifemaker et sauver le monde. Il explique que son objectif est d'utiliser mon pouvoir unique, non seulement pour libérer Negi, mais aussi pour offrir le don de l'immortalité à tous dans l'univers, mettant fin à toute douleur pour toujours. Negi écoute vraiment avec une profonde tristesse dans les yeux, et admet que ce plan audacieux pourrait en fait fonctionner. Mais il révèle également le prix terrible à payer pour sa réussite. Sa propre âme, désormais profondément liée à Lifemaker, sera détruite. Profitant du précieux temps dont il disposait, Yukihime enlace le jeune Negi comme une séance de massothérapie, chérissant la version de lui qui restait. Negi me donne ensuite quelques mots de soutien finaux. Et ainsi, ils sont tous brutalement ramenés sur Terre. Le combat reprend avec une vengeance. Lifemaker, furieuse d'avoir été défiée, entre dans une nouvelle transformation terrifiante. Fate et Yukihime lancent une attaque conjointe, combinant leurs sorts de saut les plus puissants, mais elle les domine facilement, les mettant à terre dans un combat à 3 sans transpirer. Je ne suis pas épargné non plus. Lorsqu'elle me vise, je suis violemment repoussé. Mais au lieu de tomber, je débloque ma propre transformation. Mon corps commence à briller d'une lumière blanche intense, digne de sa brume noire. Maintenant, tous deux volent dans le ciel, élevant leur combat féroce au plan éthéré, pendant que leurs alliés continuent de se débattre avec les ordres de servitude en bas. Dans les airs, je suis massacré. La puissance d'aspiration et l'expérience de Lifemaker M écrasent complètement. Sous terre, mon groupe est maltraité par ses suivants. Jack Rakan maîtrise Karin et Nodoka, et Yu défait facilement les sorts d'immobilisation de Kuromaru. À un moment donné, j'entrevois la dévastation que leur bataille a laissée dans la ville en contrebas. Poussé par un mélange de culpabilité et de rage, je me jette sur Lifemaker et lance une série de coups violents, renversant enfin la vapeur. Mais juste au moment où je semble reprendre le contrôle, Jack Rakan apparaît et me transperce avec une épée géante. Je tombe immédiatement au sol, le sang giclant comme celui d'un poulet décapité. Alors que Lifemaker s'approche pour porter le coup de grâce, Kiri se jette devant moi, espérant arrêter l'hémorragie. Lifemaker s'arrête, reconnaissant clairement la capacité de ranimer dangereuse de Kiri. À ce moment précis, Cutlass apparaît de nulle part et enlève Kiri par derrière comme un méchant. Elle force la bouche de Kiri à s'ouvrir et arrache une pilule auto-annulante cachée dans une dent. Voyant cela, je me mets en colère et commence à me libérer des liens qui me retiennent. Mais Kiri, presque sans force, me dit de me calmer. Elle explique que tout se déroule selon son plan et que tout ce qu'elle a besoin, c'est que je la retienne. À ce moment-là, un seau magique géant apparaît sous les pieds de tout le monde. La cage que les anciens élèves de Negi avaient tendue est activée. Immédiatement, tout le groupe est téléporté vers un endroit complètement différent où tous les anciens élèves de Negi les attendaient. Ils ont uni leurs forces pour finalement vaincre son moi d'antan. Les filles, stimulées par les hormones, ont mis toute leur puissance dans une attaque conjointe parfaite. Les attaques magiques primordiales, les techniques uniques et l'esprit D, équipe incessant. Bien que la seule force physique ne suffise pas, elles ont aidé Negi à reprendre le contrôle de son corps pendant un instant précieux. À ce moment-là, Asuna arrive et détruit complètement l'illusion, ramenant tout le monde sur Terre. Elle s'approche de Negi et il la reconnaît immédiatement, prouvant qu'une partie de lui était toujours là. Malheureusement, ce conte de fées n'a pas duré longtemps. Lifemaker reprend rapidement le contrôle et annonce qu'elle souhaite se retirer dans sa chambre. Elle admet sa défaite pour cette fois, mais avant de partir, elle me dit de la rejoindre au sommet de la grande tour. Avec cela, elle et ses suivants disparaissent dans un flash de lumière. Alors que Jinbei et les autres agents du Q-Holder aident à sauver les civils de la dévastation, la crise imminente est terminée. De retour à la base secrète, je confesse mes sentiments pour Yukihime et lui demande franchement de sortir avec moi. Cependant, Yukihime me rejette, disant qu'elle n'a besoin de personne pour la protéger. Les autres filles avaient écouté secrètement cette demande audacieuse et son rejet timide. Elle m'entoure immédiatement, me frappant pour avoir osé demander quelque chose d'aussi flagrant. Malgré le rejet, Yukihime ne peut s'empêcher de se sentir secrètement flattée par la demande, faisant savoir qu'elle aussi aurait aimé un morceau de ce tota. Si vous voulez que nous fassions la partie 2 de cet anime, veuillez commenter ci-dessous, d'accord. Pour l'instant, veuillez vous abonner, aimer et partager cette vidéo avec tous vos amis.